Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette nouvelle session de réflexion. Je suis très heureux aujourd'hui d'introduire cette séquence qui a un sujet complexe et je crois que nos intervenants ont un beau challenge pour nous tracer le monde de demain et le cyberespace de 2035. Donc on peut déjà se donner rendez-vous dans 11 ans pour vérifier si vos prédictions seront les bonnes. C'est un exercice d'humilité, la prospective en général. D'humilité, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. On ne dit pas qu'on va tracer, c'est un peu comme quand on fait de la planification. Le plan, ce n'est pas intéressant, c'est la planification qui est intéressante. Le mécanisme qui fait qu'ensemble, avec des connaissances différentes, des angles d'attaque différents, on essaie de tracer l'avenir, donner un cap au moins, et après on sera un peu mieux capable de faire face aux événements. Donc on ne vous demande pas quelque chose de totalement précis, mais de nous tracer effectivement les grandes lignes de l'avenir. Cet exercice réclame de l'humilité, bien sûr, parce que beaucoup de choses peuvent venir, il peut y avoir des ruptures qui nous orientent vers quelque chose d'autre. Et j'ai un peu fait ce travail parce que je regardais 11 ans, ça nous amène nous, si on revient en arrière, il y a 11 ans, est-ce qu'on aurait anticipé ce qui se passe aujourd'hui et là où on en est? Il y a 11 ans, c'est donc 2013. 2013, je commettais un livre avec un camarade, le général Dosset, où on s'engageait un peu. Il s'appelait Attention Cyber. On n'avait pas voulu l'appeler Achtung Cyber, pour pas... En parallèle, Achtung Panzer, en référence au livre allemand qui avait anticipé la Seconde Guerre mondiale. Mais l'idée, c'était d'alerter à l'époque, parce qu'il y a 11 ans, en tout cas, ce sujet cyber ne passionnait pas grand monde. Certains parlaient d'un effet de mode, certains parlaient d'un effet marketing et disaient, bon, oui, le cyber, mais en fait, les bonnes vieilles guerres resteront un peu fondamentales. Aujourd'hui, on est ailleurs. Les bonnes vieilles guerres continuent à exister, hélas, mais s'additionnent la couche du cyberespace dans les enjeux de demain. Quand on a écrit ce livre il y a quelques années, alors nous on avait fait la première partie sur l'histoire. L'histoire, on ne se gourre pas trop. On ne pourra pas nous reprocher sur cette partie-là. On avait essayé de tracer quelques grands principes qui sont d'actualité, montrer que des principes de la guerre restaient applicables avec la guerre dans le cyberespace ou la guerre utilisant le cyberespace. On avait eu quelques bonnes intuitions sur la suite. On avait parlé d'hybridation des acteurs déjà, et on voit qu'on a beaucoup avancé sur le sujet. On avait parlé du caractère très énergivore de tout ce développement technologique qui va peut-être aussi avoir des incidences et qu'il faudra sans doute prendre en compte. On avait parlé de quoi encore? On avait abordé le combat cyberélectronique, bien sûr, et on commence, nous, on le voit, à être dedans. Et pour ceux qui ont suivi les événements, bien sûr, au Liban, on est aussi dedans. Encore une fois, sous une forme d'hybridation de la menace. On parlait de fragmentation de l'Internet. Voilà, tout ça, c'était un peu les prémices. Donc, vous voyez qu'on peut quand même, avec quelques années d'avance, essayer de voir un peu les grandes traces. Ce qu'on n'avait pas anticipé du tout, en fait, on avait plutôt tendance à approcher le cyber comme simplement un facteur de la guerre. Un facteur, comme tant d'autres, une sorte d'appui au combat. On n'avait pas pris la mesure de la transformation des enjeux et de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et quand on lit les publications, notamment américaines, la stratégie... Il y a une stratégie conventionnelle, classique, c'est toute la somme de nos stratégies historiques. Il y a la stratégie nucléaire de dissuasion pour nous et toute la transformation de la stratégie, une autre approche. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment se questionner sur une vraie stratégie cyber, en quoi c'est aussi un combat différent avec des facteurs d'anticipation bien supérieurs. Voilà un petit peu les bases, les fondations de cette question, de ce questionnement. Les enjeux, les paramètres, bien sûr, dont j'espère vous nous parlerez, vous nous éclairerez, c'est bien sûr le paramètre techno qui est fondamental. Alors tout le monde parle d'intelligence artificielle, ça on est dedans, tout le monde en parle, mais on sait bien que derrière il y aura le quantique et il y aura les technologies immersives, et donc ça on verra à quel point ça impactera ou pas. Il y aura un autre facteur, c'est l'acceptation humaine, parce que ces développements technologiques dépendent fondamentalement du succès qu'ils auront, soit en marketing, soit dans l'utilisation quotidienne, et comment ça va faire évoluer les situations, soit aussi au terme de la loi. On voit aujourd'hui des contestations, des monopoles des GAFAM, par exemple, ces formes-là. Tout ça, ça va être des enjeux importants. Et enfin, et ça c'est fondamental parce que c'est quand même ce qui tisse la trame de ce qui se passe aujourd'hui, et on est dans une actualité hélas riche sur le sujet, c'est les rivalités de puissance sous toutes les formes, étatiques mais aussi communautaires, et puis aussi bien sûr monopolistiques sur le plan économique. Donc il y a plein d'enjeux croisés dans tout ça qui font que l'équation est compliquée, les paramètres sont nombreux, mais on compte sur vous pour nous éclairer. Merci d'avance.
Eh ben, merci beaucoup. Donc, je suis Frédérique Segon, je m'occupe de la mission défense et sécurité chez INRIA et j'ai la lourde tâche d'animer cette table ronde, mais je suis très honorée. Donc, merci beaucoup. Donc, alors, je vais rapidement présenter nos intervenants. Donc, comme l'a dit le général Bonnemaison, hein, il nous a rappelé l'évolution des conflits, donc l'importance du cyberespace. Alors, vous ne l'avez pas dit, mais vous l'avez dit tout à l'heure, du coup, je le dis, avec des dimensions aussi bien offensives, défensives, informationnelles, et cette nécessité de se projeter dans un avenir et d'avoir vraiment une approche interdisciplinaire. Donc, pour nous aider à répondre à cette grande question du cyberespace en 2035, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Frédéric Douzet, qui est professeur à l'Université Paris 8, qui dirige le laboratoire Géode. Je ne vais pas tout dire parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Mais bon, elle est aussi membre de l'Institut universitaire de France et elle a dirigé la chaire Castex, c'est ça, hein? Ouais, en cyberstratégie de l'IHEDN. Voilà, elle est accompagnée de Nomai, je ne me suis pas trompée, Opalinski, qui lui dirige le pôle Asie de la société Cassini, qui est une société de conseil en géopolitique, et puis qui termine une thèse. Donc sa spécialité, c'est la Chine et plus particulièrement les routes de la soie numérique en Chine, de la Chine au Pakistan. Et du coup, pendant cette table ronde, il va nous donner, ça va être vraiment celui qui va nous amener des exemples concrets de terrain. Et puis enfin, Olivier Mangeot de la DGA, qui dirige le pôle cyber à la DGA et qui est expert technique. Voilà. Donc, alors, c'est des choses qui ont été dites, mais bon, il faut quand même replacer un petit peu les enjeux. Hein. Donc, tout ce qui est cyberespace, alors, ce que je vais dire, vous le savez certainement toutes et toutes, mais donc, il y a plusieurs aspects dans le cyberespace. Il y a la couche matérielle, donc, qui représente tous les objets, hein, les ordinateurs, ça va être aussi les puces, les semi-conducteurs, hein, on en parlera un peu. Il y a la couche logicielle avec tout ce qui est crypto, avec intelligence artificielle. Et il y a la couche qu'on dit sémantique, qui est le domaine informationnel, donc réseaux sociaux, entre autres. Voilà. Donc, alors, je suis désolée, mais mon domaine étant l'intelligence artificielle, je reviens un peu là-dessus, même si ce n'est pas uniquement le problème, mais quand même, l'intelligence artificielle et l'explosion de l'intelligence artificielle, elle a fait exploser toutes ces différentes sphères. Hein. Ça va être aussi bien la sphère logicielle, on a besoin la sphère matérielle, parce qu'on va avoir besoin de plus en plus d'infrastructures, de puissance de calcul, de choses comme ça, et puis aussi la sphère informationnelle. Du coup, ça devient, se projeter dans l'avenir dans un tel contexte, c'est compliqué. Et donc cette importance des infrastructures, ça va être, ça devient et les technologies qui sont à la base de ça, en particulier les semi-conducteurs, ça emmène à vraiment une dépendance stratégique des nations. Par rapport à ces infrastructures, aux semi-conducteurs, aux ressources qu'on va utiliser pour les construire et tout, quoi. Voilà. Et non seulement ça, mais toute la chaîne d'approvisionnement qui va être concernée. Donc ma première question, pour ouvrir le bal, elle s'adresse à vous, Olivier Mangeot. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la situation actuelle ? Qu'est-ce que, donc, sur ces dépendances stratégiques, quels sont les fournisseurs ? Donc le général Bonnemaison a parlé des GAFAM ou voilà, autres. Et puis les liens qu'ils entretiennent entre eux et puis les conséquences pour la souveraineté numérique des États. Oui, donc moi je voulais faire un focus un peu plus spécifique par rapport à ce que vous avez dit sur tout le volet semi-conducteur. Aujourd'hui, hein, le marché, c'est à peu près 600 milliards d'euros en 2024, prévu pour 1000 milliards d'euros ou de dollars à peu près à l'horizon 2030. En 2020, c'était 1000 milliards de composants numériques réalisés. Et ça, il y a une véritable bipolarité dans le monde sur la manière dont ils sont réalisés.
Le monde est à peu près séparé en deux. D'une part, on a ce qu'on appelle les fabless, les personnes qui font du design, comment on fait des composants. Donc ça, on sait bien faire en France. Mais le leader mondial aujourd'hui, c'est les États-Unis. Tous les composants sont imaginés, conçus, designés aux États-Unis. On a des grands groupes comme Nvidia, que vous devez bien connaître pour l'intelligence artificielle, Qualcomm, qui voulait racheter Intel, Broadcom, qui sont des personnes, des groupes qui s'occupent aussi de beaucoup de télécoms. Et d'un autre côté, on a ceux qui les fabriquent. Et aujourd'hui, les 2/3 des composants sont fabriqués à Taïwan. Il y a une entreprise leaduse qui s'appelle TSMC, c'est sur les composants de très haute technologie qui forment à peu près 90% de la production. Donc on a ce monde bipolaire qui fait qu'on a des grosses tensions géopolitiques et internationales dès que la Chine commence à aller faire un tour autour de Taïwan, sachant qu'après le deuxième grand producteur de composants, c'est la Corée du Sud, où là, on voit que c'est vraiment cet axe Asie qui est l'axe producteur. Il y a certes de la production aux États-Unis, il y a certes de la production en Europe, mais aujourd'hui, produire des composants, ce sont des investissements très lourds, des dizaines de milliards d'euros, sur le temps long, avec des compétences très difficiles à obtenir. Je pense que tu interviendras, mais aujourd'hui, la Chine, la manière de faire, la Chine voit bien cette difficulté, souhaite monter en gamme sur la production et le design de composants, donc débauche des gens, fait des investissements pharaoniques pour la réalisation de nouvelles entreprises, et essaye d'avoir depuis plusieurs années justement à faire cette montée en gamme. Là, nous au niveau, cette montée se fait aussi aux États-Unis. Comme j'ai dit, les États-Unis c'est 2/3 du design, mais je crois que c'est 20% ou 15% de la production. Et conscient de cette difficulté, les Américains ont lancé le Chip Act, qui correspond à relocaliser énormément leurs composants. Donc TSMC va installer 2 entreprises, Intel doit encore reconstruire 2 entreprises, normalement, si ça n'a pas changé. Samsung, gros producteur de composants, il ne fait pas que des téléphones, c'est qu'il a besoin de composants pour ses téléphones. Et d'ailleurs, c'est bien ça qui drive le marché des composants. Aujourd'hui, c'est tout l'IoT, c'est nos téléphones, un peu la voiture connectée, mais c'est vraiment l'IoT qui est le promoteur formidable de ces avancées technologiques. Donc voilà, on a ce mouvement côté États-Unis, et puis bien sûr, côté Europe, on se rend bien compte des difficultés qu'on a avec ces deux grands, on est un peu coincé entre les deux, les designers et les producteurs. Donc, heureusement, on a quand même une force de production, de design, on a des bonnes entreprises qui savent faire ça. En France, on a la chance d'avoir Soitec et STMicroelectronics qui savent faire des composants particuliers, basse consommation énergétique. Ils ont un secteur bien particulier qui fait qu'on n'a pas une entière dépendance, mais le jour où Taïwan sera envahi ou le jour où on aura une coupure des flux logiques, de la supply chain taïwanaise, le monde va quand même bouger. Ça risque d'ébranler. C'est pour ça que tout le monde, quelque part, se prépare à un événement peut-être futur vis-à-vis de Taïwan pour ne pas dépendre quelque part de la Chine et de sa volonté de prise de contrôle. Pour rajouter un dernier point, il y a aussi énormément, il y a le côté Europe, on a aussi France 2030 avec les PEPR, dont un PEPR cybersécurité, justement, ou 5G, cloud, un autre PEPR sur le numérique, justement, qui s'intéresse à cette problématique de design et fabrication de composants numériques. Merci. Donc là, on a bien compris ces dépendances stratégiques au niveau géopolitique. Frédéric Douzet, est-ce qu'en plus de ces risques stratégiques, vous voyez d'autres risques qu'il faudrait prendre en compte à l'horizon 2035 ? Merci. Oui, j'en vois beaucoup. Et en fait, ce qui me préoccupe de plus en plus, c'est comment on va arriver à penser l'interaction entre les différents risques. Donc, parmi ces risques, il y a les dépendances stratégiques. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on est en train d'avancer à toute vitesse vers une double concentration des risques. D'une part, avec la transformation numérique, on s'oriente vers une très forte concentration, une très forte dépendance des sociétés
aux solutions technologiques, aux données numériques, donc aux infrastructures numériques. Et on voit très bien que cette dépendance, non seulement cette dépendance est très forte, mais qu'à l'intérieur de cette concentration des risques sur le numérique, on a des concentrations autour de quelques acteurs très importants. Et on a bien vu comment la mise à jour défectueuse d'un logiciel avec l'incidence CrowdStrike a suffi en moins d'une heure à clouer 4000 avions au sol, à mettre en panne des milliers d'entreprises. Donc très très forte concentration sur les infrastructures numériques. Et d'autre part, face au changement climatique, on est en train de tout basculer sur de l'électrique, en fait, avec une très forte dépendance aux infrastructures électriques, qui plus est, qui devront fournir toujours plus d'énergie pour alimenter les véhicules électriques. Enfin, au fur et à mesure qu'on va abandonner les combustibles, l'énergie combustible, on va vraiment dépendre de ces infrastructures numériques. Et ce qu'on voit, c'est que ces deux infrastructures sont complètement interdépendantes. Elles fonctionnent l'une avec l'autre. Et en plus, elles sont vulnérables à deux autres types de risques. Le risque géopolitique, et on voit à quel point le contexte se tend aujourd'hui, et le risque climatique. Et en fait, on voit que les infrastructures numériques fonctionnent avec de l'électricité, donc sont complètement vulnérables à la défaillance des infrastructures électriques. Inversement, les infrastructures électriques, elles reposent souvent sur des systèmes d'information, donc elles sont aussi vulnérables aux défaillances des infrastructures numériques. Le changement climatique va induire des risques qui vont être physiques sur ces deux infrastructures, mais vont aussi conduire à des tensions géopolitiques qui peuvent avoir des conséquences à la fois sur le plan numérique et sur le plan énergétique. Et puis on voit bien que la question des tensions géopolitiques complètement au cœur de cet écosystème, puisque ces conflits géopolitiques s'expriment désormais à travers des moyens numériques. Ça en devient le vecteur, le théâtre, la cible, mais vont aussi potentiellement pouvoir aller par des sanctions, par des attaques, toucher des infrastructures énergétiques. Donc on a une espèce d'interdépendance entre chacun des risques qui peuvent être climatiques, numériques et électriques, et au cœur de tout ça, une interaction permanente du risque géopolitique avec chacun de ces autres risques. Et il y a quelques incidents qui permettent de se rendre compte, mais on est encore au début de la compréhension de cette interdépendance. On a eu, c'était en avril 2022, je crois, une attaque de militants, alors a priori de militants écologistes, qui sont allés attaquer l'infrastructure électrique, le réseau électrique d'une société qui fabrique des composants électroniques, parce qu'ils estimaient que cette usine consommait trop d'eau et trop d'électricité. Et donc, pour faire tomber les infrastructures numériques de cette entreprise, ils ont attaqué son infrastructure électrique. Deuxième exemple, et ça, Noma, il pourra en parler longuement, les inondations qui ont touché le Pakistan et qui ont fait tomber à la fois les infrastructures électriques, les infrastructures numériques. Et en plus, pour aller combattre les inondations, on creuse des tranchées, on coupe les câbles au passage et tout devient très compliqué. Donc ça oblige en fait à penser les risques de manière globale et à penser les risques dans leur interaction. Et on voit très bien souvent quand on fait des études de risque, on voit qu'on a à la fois en fait que c'est la probabilité d'occurrence de dommages qui résulte de deux facteurs. D'abord, ce qu'on va appeler une source de risque, qui peut être un aléa naturel ou accidentel, ou qui peut être une menace stratégique, et puis un objet du risque dont on essaye d'évaluer l'impact et la sévérité de l'impact en fait en cas d'événement. Et en fait, chacun de ces domaines est à la fois une source et un objet du risque. Et c'est pour ça qu'on a cette interaction permanente. Donc il faut arriver à penser la résilience des infrastructures face à la menace stratégique, face aux différents types de risques, dans leur interdépendance par rapport aux autres domaines. Merci. Donc on a bien compris qu'en plus des risques stratégiques, on va avoir d'autres types de risques climatiques, électriques, cyber, voilà. Et donc, il ne faut plus penser ces risques en silo, hein, mais dans leur globalité et dans leur interaction. Et du coup, Frédéric Douzet a dit que vous alliez nous parler du Pakistan. Donc, est-ce que vous pouvez nous développer un peu plus? Voilà, maintenant, tout le monde en est toutes là contre vous. Nous expliquer un petit peu, nous donner un exemple de cette interaction entre les différents risques.
Donc, le Pakistan est un cas d'étude vraiment intéressant dans la mesure où ce pays fait face à un certain nombre de risques sécuritaires, climatiques, mais aussi d'ordre géopolitique. Parce que le Pakistan est à la fois un pays qui est très proche de la Chine, mais qui garde en fait des liens très importants avec les États-Unis. Et donc, en fait, le pays se trouve dans une situation assez difficile, notamment dans ce contexte de potentiel découplage technologique global. Et donc, ce qu'on a remarqué à l'été 2022, c'est que en fait, des inondations ont mis à l'arrêt la connectivité Internet à travers tout le pays, alors que le Pakistan a entamé une transition numérique importante. En fait, on a une population qui est la 5e population mondiale, qui est plus importante que celle du Brésil, et où la connectivité dans les villes est d'un assez bon niveau, et même la connectivité rurale est présente à peu près dans tout le territoire. Mais le problème, c'est qu'en fait, vous avez une architecture physique qui est extrêmement concentrée du fait de problèmes politiques internes au Pakistan, où en fait, c'est très difficile pour les opérateurs de télécommunications pakistanais d'étendre leur câble de fibre optique à travers le territoire du fait de rivalité de pouvoir entre différents acteurs à l'intérieur du pays, et une connectivité régionale qui est réduite du fait des tensions avec l'Inde. Ce qui fait qu'en fait, un pays comme le Pakistan, qui a de nombreux voisins, donc vous avez l'Afghanistan, la Chine au nord, l'Inde, et aussi une frontière avec l'Iran, dépend entièrement de connexions sous-marines internationales arrivant à un seul point, donc le port de Karachi, créant en fait une vulnérabilité et une concentration de la connectivité dans un seul point. Ce qui s'est passé pendant les inondations de l'été 2022, c'est que les dorsales de fibre optique qui relient le nord au sud du pays ont été coupées à plusieurs endroits du fait d'inondations qui viennent à la fois en fait de pluies diluviennes qui ont touché tout le sud du pays, mais aussi de la fonte des glaciers dans le nord du Pakistan, où en fait vous avez une concentration de glaciers, donc des différentes chaînes, donc de l'Himalaya, de l'Hindu Kush, etc. Et donc vous avez un empilement des risques qui a mené à une chute de connectivité dans tout le pays. Des vrais problèmes aussi voilà, en termes économiques, va pouvoir maintenir une activité économique, tandis que le gouvernement pakistanais essaye de faire du secteur notamment de l'exportation de services IT un nouveau secteur important pour son économie, et une difficulté à trouver en fait des relais de connectivité dans son environnement. Donc un câble a été connecté avec la Chine, donc le partenariat sino-pakistanais devrait aider à amener plus de résilience au réseau pakistanais, mais en fait les opérateurs pakistanais ont peu d'intérêt à aller s'interconnecter à la Chine, du fait que les contenus consommés par les internautes pakistanais se trouvent vers les plateformes américaines qui n'hébergent pas leur contenu sur le sol national. Et là, donc, il y a plusieurs risques qui s'empilent. Vous avez un pays où en fait la souveraineté sur les données n'est pas du tout maîtrisée et où en fait l'essentiel de la connectivité nationale sort en permanence des frontières. Ce qui fait que les fournisseurs d'accès à Internet sont entièrement dépendants au choix de déploiement des infrastructures des plateformes. Et là, il y a un autre problème qui surgit, c'est qu'en fait, les plateformes américaines ont fait de l'Inde leur pôle dans toute l'Asie du Sud, et ils hébergent notamment des points de présence, donc ce sont des data centers extrêmement importants qui interconnectent leurs câbles sous-marins, et en fait irriguent la région Asie du Sud à partir de ces points positionnés en Inde. Et là, ça pose un problème important à un pays comme le Pakistan, où en fait, s'ils veulent avoir une meilleure connectivité et accéder à ces contenus dans la région, ils devraient s'interconnecter à l'Inde. Et donc là, on voit à quel point un pays qui est dans une situation assez compliquée a beaucoup de peine en fait, à créer une architecture de connectivité résiliente. Et dans ce contexte, en fait, la Chine peut offrir une alternative de transit de données, mais le fait que les plateformes chinoises en fait, n'hébergent pas les contenus d'intérêt pour les internautes pakistanais met une limite. Par contre, ce que font les acteurs chinois, c'est qu'ils exportent en fait, des technologies qui sont moins gourmandes en électricité et qui s'adaptent mieux
dans ces contextes en fait, de pays qui sont extrêmement affectés par le changement climatique et essaie justement de vendre notamment des technologies de data center, etc., qui permettraient à ces pays d'héberger leurs données sur leur sol, mais aussi d'avoir des infrastructures qui continuent de fonctionner même en cas en fait, de coupure électrique. Donc, il y a une opportunité stratégique que savent en fait, saisir certains acteurs et dont les acteurs chinois. Voilà. On y reviendra. Je vous remercie. Du coup, si on face à, on a vu tous ces risques qu'il faut prendre dans leur globalité. Si on revient un petit peu sur ces couches matérielles, logicielles, du point de vue des semi-conducteurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Olivier Mangeot, sur l'évolution de ces technologies et à travers l'évolution de ces technologies, éventuellement des nouvelles forces, peut-être par rapport à la dépendance, par rapport aux ressources naturelles, je ne sais pas, et aussi les nouvelles vulnérabilités auxquelles vous pouvez penser. Alors en fait, quand on parle des semi-conducteurs, ça implique énormément de matériaux différents. On pense beaucoup au silicium. C'est assez facile à trouver. Bon, on n'utilise pas le sable de la plage parce qu'il n'est pas assez pur, mais on part de quartz et on peut faire du silicium. Mais ça nécessite quand même beaucoup de traitement. Par contre, l'un des facteurs les plus... ce qui drive aujourd'hui nos technologies numériques, ce sont tout ce qui est les métaux et les terres rares. Toutes nos propriétés un petit peu magiques de nos équipements sont dues à ces matériaux qui les rendent plus conducteurs, plus robustes, plus transparents. Il y a eu les changements énormes vis-à-vis des aimants sont faits grâce aux terres rares. Si on a des téléphones aussi miniatures avec des petits beaux-parleurs et des petits micros, c'est parce qu'on a des micro-aimants et ces micro-aimants ne sont dus que grâce aux terres rares. On ne pourrait pas faire ça autrement. Et aujourd'hui, les terres rares, le producteur mondial, c'est la Chine. C'est 95% des terres rares qui sont produits par la Chine. Et il faut mettre ça en relation par rapport à l'OPEP, les producteurs de pétrole qui ont créé plusieurs crises pétrolières. Eux, ils n'ont en tout que 40% du pétrole. C'est-à-dire que l'OPEP, qui a 40% du pétrole, peut créer des crises pétrolières. La Chine, c'est 95% des terres rares. Donc le jour où elle s'arrête, tout s'arrête. Le Japon l'a déjà subi. Il y a eu un embargo, enfin pas un vrai embargo, mais suite à un incident de pêche, et les nations, entre la Chine et le Japon, ça s'est un peu tendu, et la Chine a fait un embargo sur différentes terres rares, ce qui fait que le Japon ne pouvait quasi plus rien produire, compte tenu justement de cette dépendance de ces matières pour avoir des hautes technologies. Alors la Chine a arrêté parce qu'en fait elle avait comme besoin d'avoir des équipements japonais. Donc aujourd'hui, quelque part, on est dans une histoire de statu quo. La Chine continue toujours à exporter ses terres rares. Et puis d'ailleurs, pourquoi la Chine? Un truc très simple, les terres rares, c'est très peu concentré dans les matériaux. Il faut pour quelques kilos de matière extraire des dizaines de tonnes de matériaux à traiter. Donc c'est lourd, c'est polluant, il faut de la main-d'œuvre. Donc c'est peut-être un peu difficile en Europe. C'est encore compliqué, on va dire, dans le monde occidental, mais alors en Chine, ce n'est pas du tout un problème pour générer tout ça. Et donc, ils sont placés en leader sur le sujet. Et aujourd'hui, ce qu'on voit surtout, le facteur, alors il y a ce problème d'embargo, si un jour ils s'y mettent, mais surtout, c'est que la Chine remonte la chaîne de la valeur. C'est-à-dire qu'il s'est placé sur la production, le raffinement, le traitement. Donc, ils se positionnent aussi sur maintenant faire des semi-conducteurs, ils essaient de faire des semi-conducteurs. Ils se positionnent sur des hautes technologies et pour devenir totalement indépendants de nous, en fait, totalement indépendants du monde. Il y a bien ce petit côté isolationniste qui leur permet d'être tout seuls chez eux et de pouvoir quelque part par la suite avoir un impact énorme sur le reste du monde du fait qu'ils possèdent quasi toutes les technologies et toute la chaîne de la valeur. Ok, je vous remercie. Alors, si on fait un petit peu le pendant avec la partie logicielle, donc on peut pas ne pas en parler avec l'explosion de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous voyez comme risque, comme force et vulnérabilité? C'est un peu la même question. Avant de parler de ce qu'il y a à l'intelligence artificielle, je pense que c'est vraiment intéressant de mettre en perspective ce que vous expliquiez sur en fait la vision chinoise de
souveraineté sur ces différentes technologies et de replacer ça dans le temps long. En fait, quand vous lisez les textes des pères de la cybersécurité chinoise qui datent de la fin des années 80, ils expliquaient déjà qu'il y avait 3 trous noirs importants dans la cybersécurité chinoise. C'était les puces électroniques, donc les semi-conducteurs à l'époque, les puces électroniques, les systèmes d'exploitation et les systèmes logiciels de gestion de réseau, donc les cœurs de réseau. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dès la fin des années 80, ils avaient conscience de ces vulnérabilités. Mais encore aujourd'hui, donc certaines personnes ont repris la parole en 2020 et ils expliquaient qu'encore aujourd'hui, il restait ces 3 grands trous noirs dans la cybersécurité chinoise et qu'en fait, il fallait absolument agir pour trouver une parade. Et ce qui est intéressant, c'est que les sanctions américaines et le changement de positionnement des États-Unis a permis et donné en fait des opportunités à certains acteurs en Chine qui avaient déjà conscience de ces risques, de mettre en place les politiques pouvant permettre de créer ces alternatives. Et ce qui est assez frappant, c'est que notamment à la fois sur les parties donc, des puces électroniques, mais aussi des logiciels, encore pendant les années 2017, 2018 jusqu'à 2020, les entreprises chinoises continuaient d'utiliser des technologies qui étaient des technologies américaines. Et en fait, c'est du fait des sanctions américaines que certains sous-traitants chinois, en fait, qui étaient très peu considérés, ont commencé en fait, à recevoir des financements importants et à être considérés par ces grandes entreprises chinoises qui, elles aussi, avaient des intérêts capitalistiques. Et donc, ce qui est assez frappant, c'est qu'en Chine, on a vécu comme une victoire la sortie du dernier smartphone de Huawei, parce que Huawei n'avait plus accès aux puces de dernière génération. Et en fait, le fait que ce smartphone ait des capacités extrêmement performantes a prouvé, selon les Chinois, qu'ils ont réussi à remonter les différentes filières et que leurs sous-traitants, en fait, ont réussi à se mettre en ordre de bataille et à monter en compétences. Ce qui n'était pas le cas auparavant parce que ces entreprises préféraient quand même acheter des technologies de dernier cri à leurs partenaires occidentaux. Et donc on voit en fait que le fait que ça se tende en Occident donne aussi des leviers en Chine à certains acteurs pour développer des technologies. Et sur le plan logiciel, ce que j'ai pu constater au Pakistan, c'est qu'auparavant, par exemple, quand certaines institutions achetaient des data centers de Huawei, ils pouvaient quand même utiliser certains logiciels américains ou européens pour sécuriser leurs données, enfin certains logiciels. Maintenant, apparemment, c'est de moins en moins le cas. L'interopérabilité est en train de devenir de plus en plus compliquée. Et donc, si on passe sur des systèmes, certains systèmes chinois, il faut passer par l'écosystème logiciel aussi chinois derrière. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Vous pouviez avoir dans des salles de serveurs à la fois du Cisco et du Huawei, et en fait, on pouvait travailler sur ces différents systèmes. Maintenant, on entre vraiment dans des systèmes de plus en plus cloisonnés. Et en fait, la dépendance à de l'infrastructure physique permet aussi aux acteurs chinois de petit à petit en fait, d'asseoir leur solution logicielle qui était quand même très peu utilisée. Et donc là, on a vraiment une bascule qui s'opère. Et en ce qui concerne l'intelligence artificielle, peut-être qu'on en reparlera après dans les questions, mais ce qui est assez intéressant du côté chinois, c'est qu'en fait, ils sont très bons dans le côté applicatif, donc l'IA applicative. Mais par contre, pour ce qui est les LLM, donc tout ce qui demande en fait aussi des développements d'algorithmes et certaines choses, en fait, ils ont des outils en interne, donc des chats GPT version chinoise, mais en fait, ils ne sont pas encore... Enfin, ils utilisent des jeux de données proprement chinois, donc ils fonctionnent pour le monde chinois, mais en dehors de Chine, ils sont assez peu utilisés. Et donc là, on a une vraie limite, et une limite aussi des jeux de données que peuvent utiliser les entreprises chinoises pour en fait créer des applications qui peuvent être exportées. Donc là, il y a une limite. Merci. Et donc maintenant, si on se projette, et le général Bonnemaison en a parlé dans le futur avec la technologie quantique, hein, c'est une question pour vous, hein, Frédéric Douzet. Donc, qu'est-ce que vous voyez les risques par rapport à justement l'arrivée du quantique, quoi?
Peut-être si je peux finir sur l'intelligence artificielle avant qu'on aborde ça, parce que je vois 3 points intéressants. Le premier qui va être la dépendance à la puissance de calcul, où là très clairement, en fait, et on le voit très bien, y compris avec le partenariat avec un acteur américain signé par Mistral AI, et qu'on a une différence énorme et que ça va nécessiter des investissements très importants au niveau de l'Union européenne qui cherche à mutualiser ses ressources pour pas qu'on soit dans une situation de dépendance qui peut être une dépendance stratégique. Qu'est-ce qui se passe si on a un conflit avec les États-Unis et que qu'on a cette dépendance à ces grands acteurs américains, mais aussi une dépendance économique et une dépendance juridique qui peut avoir des conséquences importantes. Le deuxième point que je trouve très intéressant par rapport à l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, elle est extrêmement gourmande, en électricité notamment. Et là, on est en train de voir les grands acteurs se positionner pour arriver à avoir une alimentation directe en électricité par la puissance nucléaire. Et donc, on voit un peu le même phénomène qu'on a vu pour le déploiement des câbles, la gestion directe par les grandes plateformes des infrastructures physiques du numérique, où aujourd'hui, elles possèdent, je crois, je ne sais plus si c'est 2 tiers des câbles ou... c'est pas vous qui m'avez envoyé l'info, je ne sais plus, enfin une proportion énorme des infrastructures physiques et elles assurent leur propre routage des données pour bénéficier d'une connexion performante. Et aujourd'hui, elles vont s'installer à côté d'infrastructures nucléaires. Elles investissent, elles recrutent des spécialistes du nucléaire, de l'énergie nucléaire, pour arriver à faire des plans stratégiques, y compris d'approvisionnement en combustible nucléaire. Là, on a une centrale qui est fermée depuis plusieurs années et qui pourrait être réouverte avec comme client unique Microsoft, une centrale en Pennsylvanie qui a eu un accident il y a quelques années. Et ces plateformes investissent dans l'énergie nucléaire de génération future, les petits réacteurs modulaires, de façon à assurer une stabilité et une fiabilité de l'alimentation électrique pour faire tourner leurs grands modèles. Donc la course à ces modèles et au développement de l'IA, elle s'accompagne d'une course à la puissance de calcul qui est aussi liée à une course à l'énergie et notamment à l'énergie nucléaire. Enfin, le troisième point sur l'intelligence artificielle, c'est qu'on voit qu'on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle dans la cybersécurité. Et il est fort probable qu'elle arrive aussi dans les capacités cyberoffensives et notamment des États. Et là, il y a des enjeux de sécurité, des enjeux éthiques aussi qui sont extrêmement importants à aborder avec des questions qu'on se pose depuis longtemps, notamment dans toutes les questions, dans tous les débats sur les systèmes d'armes létaux, autonomes ou intégrant de l'autonomie. Et qui sont encore peut-être plus complexes dans le domaine du cyberespace. Qu'est-ce que ça va vouloir dire de garder l'humain dans la boucle sur des attaques cyber? Comment on établit des responsabilités? Quel niveau d'automatisation on va pouvoir accepter? Ça pose des questions assez vertigineuses sur comment on garde la maîtrise et comment on établit des responsabilités par rapport à cette question-là. Après, sur le quantique, il y a évidemment énormément de sujets. Il y a d'une part la question de ce que ça va pouvoir permettre en matière de déchiffrement massif. Donc, on travaille beaucoup sur, évidemment, le chiffrement post-quantique et comment on peut assurer la cybersécurité une fois qu'on aura la puissance offerte par l'ordinateur quantique qui sera capable de casser beaucoup de chiffrements existants. Il y a une question qui va se poser de toutes les données qui ont été captées et stockées, des données chiffrées par différents acteurs depuis des années et qui vont pouvoir d'un coup être déchiffrées et donner une connaissance extrêmement fine aux acteurs qui ont eu ces capacités de collecte des données à un
un moment particulier, de pouvoir apprendre énormément de choses sur leurs compétiteurs, sur leurs adversaires. Et là, les conséquences géopolitiques peuvent être extrêmement importantes. Et puis après, il y a tout le deuxième aspect dans cette course à l'ordinateur quantique, qui est de ce qu'on va pouvoir en faire en dehors de cette question de déchiffrement. Quelles sont les applications innovantes, mais aussi quel type de problèmes complexes on va pouvoir résoudre, et notamment dans cette question d'interaction entre les risques, qu'est-ce que ça va nous permettre de résoudre, et effectivement ceux qui vont avoir ces capacités de calcul vont être mieux armés pour arriver à résoudre ces questions très complexes. Merci. Olivier Mongeau, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à l'arrivée du quantique? Alors, principalement côté du ministère des Armées, on est très intéressé. Enfin, on regarde depuis un certain temps l'arrivée de l'ordinateur quantique, parce qu'on s'intéresse justement à la protection de nos secrets. Et donc on travaille énormément sur tout le volet algorithmie, cryptographie post-quantique. La France a plein de mathématiciens, on a un très très bon niveau. Côté ministère des Armées, on a aussi des équipes qui permettent de sortir des algorithmes. On travaille bien sûr avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, pour avoir les algorithmes les plus performants. Pardon. Et puis, il faut regarder aussi le mouvement côté international. Hein. Le passage au post-quantique, ça a été quelque part lancé par le NIST, par les Américains, à partir de 2017. Et ils ont lancé un grand challenge pour trouver quel va être l'Internet de demain. Hein. Aujourd'hui, dans mon navigateur, j'ai de la cryptographie, je ne m'en rends même pas compte, parce que y a plein de choses qui s'authentifient sans que je m'en rende compte. Et demain, comment on va remettre ça en place? Donc, le ministère des Armées, c'est notre cas. Le NIST s'occupe de la normalisation internationale de la cryptographie post-quantique. Ça a commencé en 2017. Il y a eu 4 ans de tests de différents algorithmes. Il y a eu plus de 60 algorithmes aujourd'hui qui ont été testés. Et là, de mémoire, c'est le 13 août 2024, c'est cet été, hein, que 3 premiers algorithmes ont été officialisés par le NIST sous la forme de ce qu'on appelle du FIPS. Et ça permet maintenant aujourd'hui de faire de la signature post-quantique. Hein. La signature, c'est comment j'authentifie, comme chez le notaire, hein, comment j'authentifie mon message, comment j'assure que dans le temps, quelqu'un pourra vraiment vérifier que c'est moi qui ai envoyé quelque chose, ou que moi je vérifie que ça a bien été envoyé par quelqu'un que je considère comme authentique. Et puis un objet très important, ce qui s'appelle la négociation de clés, hein, comment je dois... je m'échange des clés avec un partenaire, ou c'est mon navigateur qui s'échange des clés avec un autre navigateur, enfin, avec un autre système pour pouvoir authentifier ma connexion. Donc ça aussi, ça a été déposé par le NIST. Donc voilà, on avance, la communauté internationale avance. Il y a encore beaucoup de recul à prendre. Hein, bien que l'ordinateur post-quantique pour les mathématiques, pour l'ordinateur quantique pour les mathématiciens, comme c'était un objet théorique depuis au moins 40, 50 ans, les algorithmiciens avaient déjà ça en tête. Il y a déjà eu des travaux, parce que les mathématiciens aiment bien ça. L'accélération est à court, depuis certaines, on va dire une petite dizaine d'années, depuis qu'on se rend compte qu'on obtient des gains significatifs dans la réalisation d'ordinateurs quantiques. Merci. Alors, on a, j'allais dire un peu pour conclure, mais vous avez déjà évoqué la stratégie de la Chine, hein, pour prendre en compte tous ces risques, voilà. Mais est-ce que vous pouvez peut-être développer et nous dire en fait comment les États en général peuvent faire pour prendre en compte ces risques dans leur globalité, et puis peut-être insister un peu plus sur la stratégie de la Chine? Oui, tout à fait. Alors on a bien compris que la puissance de calcul était un levier de puissance pour les États maintenant. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en Chine, l'État essaye d'organiser et de planifier la manière dont la puissance de calcul en fait, s'implante sur le territoire chinois. Donc depuis mars 2022, en Chine, on estime que la donnée, c'est un facteur de production. Donc la donnée numérique, c'est un facteur de production. Donc ça veut dire que toutes les organisations de l'État, du plus haut niveau jusqu'au niveau même municipal, doivent prendre en compte la donnée dans leur plan d'aménagement. Donc, ce qui veut dire que maintenant, on n'a pas seulement des plans d'aménagement sur
voilà, de l'habitat, etc., on doit penser où on met les data centers, comment ils s'interconnectent, etc. Et donc, en fait, le gouvernement chinois a mis en place un nouveau plan en 2022 d'organisation de la puissance de calcul, enfin des supercalculateurs à l'échelle nationale, organisés autour de 10 grands centres de calcul, avec une division entre l'Est et l'Ouest du pays. En fait, c'est une tradition d'aménagement territorial très ancienne en Chine qui vise à équilibrer, en fait, si vous voulez, l'Est du territoire où la majorité de la démographie est concentrée et l'Ouest chinois où on a plus de ressources et notamment des ressources naturelles. Donc c'est déjà arrivé avant du côté en fait, de la planification du réseau électrique chinois où on a des lieux de consommation et des lieux de production, donc consommation à l'Est, production à l'Ouest. Et maintenant, on a adapté ces modes de pensée à la puissance de calcul. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le plan s'appelle Tongshu Shisuan. C'est en fait, comment dire, donc calculer à l'Ouest et donner à l'Est. Donc en fait, les données sont collectées dans les grands centres urbains de Chine, mais l'infrastructure a été construite afin d'envoyer ces données et de les conserver dans l'intérieur du territoire chinois, là aussi où l'accès à l'énergie est moins cher. Donc on revient sur les thématiques qu'on a déjà abordées auparavant, et donc le gouvernement chinois en fait essaie de déjà réduire la facture énergétique liée à la puissance de calcul dans certaines zones qui sont extrêmement tendues sur le littoral, en créant en fait des solutions moins gourmandes dans l'Ouest, et aussi d'essayer d'équilibrer le territoire autour en fait, de ce nouvel outil de développement qu'est la puissance de calcul. Donc vous avez maintenant dans le Guizhou, qui est une région du sud-ouest chinois, qui est très humide et en fait qui se prête bien à l'hébergement de données, des data centers gigantesques construits par Tencent, Huawei, ces grandes entreprises. Et cette région est devenue le cœur de l'hébergement des données en Chine. Et ça sert donc à la fois la partie énergétique, mais aussi une partie de sécurisation des données, où en fait le gouvernement chinois est en train de penser au fait que si une guerre se déclare, les régions côtières et littorales pourraient potentiellement être touchées. Mais étant donné que les données les données numériques en fait sont des capitaux extrêmement importants pour l'État, elles doivent être sécurisées dans des lieux qui sont hors d'atteinte. Et en fait, le Guizhou était déjà une région qui faisait partie de la 3e ligne de défense sous Mao, en fait, où l'idée à l'époque, c'était d'avoir des industries de défense dans un endroit extrêmement difficile d'atteinte en cas d'invasion soviétique et aussi d'attaque américaine. Et donc en fait, maintenant, on voit que ces anciens cadres de pensée se renouvellent sous le prisme numérique. Et donc, on a une tentative par le gouvernement chinois en fait, d'organiser les flux de données et de sécuriser dans certains lieux, et même de sécuriser en fait, l'hébergement des données avec des copies multiples à travers le territoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui montre aussi que le gouvernement chinois a mis une priorité stratégique sur la puissance du calcul et essaye de aussi gérer les effets un peu néfastes liés en fait, à ces infrastructures extrêmement gourmandes en énergie et de mieux équilibrer et de créer de nouvelles aussi dynamiques, même économiques, dans ces territoires de l'Ouest qui sont moins développés. Voilà. Merci beaucoup. Donc cette table ronde est arrivée à sa fin, touche à sa fin. Est-ce que vous voulez chacun, là c'est la question surprise, non c'est pas vraiment une question, mais est-ce que vous auriez une recommandation ou une alerte que vous voulez particulièrement mettre en avant? C'est compliqué, hein. Il y en a beaucoup, je sais, tout est interconnecté, j'ai compris. Donc, mais vous n'êtes pas obligé de tous répondre parce qu'on a vu, donc, je sais pas, je vais un peu résumer, mais j'ai l'impression qu'on a vu pas mal de choses, on a quand même des forces. Alors aussi bien, je trouve que tous les deux, hein, vous avez parlé de cette force, alors je vais dire en Europe, hein, ou en tout cas hors Asie même, sur les algorithmes. Donc vous le disiez pour l'intelligence artificielle, vous le disiez aussi pour la crypto, et donc avec l'arrivée du quantique.
j'ai l'impression on commence à prendre un peu en compte les risques. Donc vous parliez par rapport au nucléaire, l'électricité, qu'est-ce qu'il y avait encore, voilà. Donc je ne sais pas, est-ce que vous voulez rajouter des choses ou pas. On va juste ouvrir le bal pour les questions. Peut-être un point, moi je pense qu'il faut avoir hautement conscience de notre vulnérabilité parce qu'on fonce vers une concentration des risques, vers des infrastructures numériques, électriques qui sont hautement vulnérables. Et ça m'amène, parce que c'est un des sujets sur lesquels je réfléchis beaucoup, à reparler en fait de ce point de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les armes cyberoffensives, qui est vraiment un point un peu occulté des discussions internationales actuellement, puisque quand on parle de l'IA dans les systèmes d'armes, on ne parle pas forcément des armes cyber. Quand on parle de l'intelligence artificielle, on ne parle pas non plus de ce sujet-là. Et quand on parle de régulation du comportement des États dans le cyberespace, c'est aussi un domaine qui est très très peu abordé. Et je pense que c'est important d'avoir à la fois une réflexion éthique sur ce sujet, mais aussi d'avoir une discussion internationale pour éviter qu'on se lance dans des opérations qui finissent par nous revenir dessus en boomerang. Et je crois que l'histoire des 10 dernières années montre bien à quel point les opérations qui peuvent être menées dans le cyberespace peuvent se retourner, y compris contre ceux qui les ont initiées. Et donc c'est un point, je pense, de vigilance important. Merci. Moi, je voudrais attirer votre attention, parce qu'on fait un peu un exercice de prospective, et attirer l'attention sur le fait que, donc, on a bien compris, les grandes plateformes, donc les GAFAM, ont une emprise importante sur l'Internet actuel, des infrastructures. Mais je pense que dans une dynamique de prospective, il faut garder en tête le fait que d'autres acteurs, d'autres plateformes peuvent émerger. Notamment quand on regarde TikTok aujourd'hui, qui aurait cru qu'une plateforme chinoise puisse avoir un succès tel? Et je pense que en fait, les plateformes planifient avant tout selon leurs intérêts économiques, mais ont beaucoup de mal à comprendre aussi les frustrations liées à la manière dont elles gèrent leur contenu dans les pays émergents, enfin pas que dans les pays émergents par ailleurs, mais j'ai vu sur mon terrain au Pakistan qu'en fait ça a créé beaucoup de problèmes au niveau des institutions gouvernementales et que potentiellement si un jour d'autres plateformes répondant davantage aux attentes des différents gouvernements dans ces pays qui font face en fait à toute une jeune population qui arrive sur les réseaux et où c'est en train de créer des problèmes politiques importants, vont potentiellement chercher des alternatives. Et ce que j'ai pu observer au Pakistan, c'est que par exemple, les plateformes du type Google, Meta, etc., en fait, ne dialoguent pas du tout avec le gouvernement pakistanais. Et ce qui se passe, c'est qu'une plateforme comme TikTok, en fait, essaye de faire œuvre de bonne volonté et dialogue davantage avec le gouvernement, ce qui fait que peut-être à l'avenir, si d'autres plateformes comme ça arrivent en fait à s'insérer, à créer des modèles différents, il serait possible qu'il y ait de plus en plus de pays qui interdisent les plateformes américaines et qu'on passe sur des plateformes alternatives. Et on pense que ça peut, enfin, ça n'arrive pas si rapidement, mais en fait, ça peut assez vite tourner en la défaveur de ces plateformes. Et je pense qu'elles ont assez peu conscience de ces problèmes. Et voilà, juste attirer l'attention sur ces plateformes émergentes en fait, qui peuvent un peu bousculer le champ actuel. Le mot de la fin. Alors, oui, le mot de la fin. Comme tout exercice de prospectif, il faut justement commencer par ses forces et faiblesses. C'est un peu ce qu'on a pu faire un petit peu ce matin. On voit qu'en France, on sait faire plein de choses. On ne pourra pas tout faire. On ne pourra jamais régler nos problèmes de dépendance. Des choses qu'on restera, on fera en propre. Tout à l'heure, je parlais des algorithmes post-quantiques. Ça, je pense que pour le ministère des Armées, on continuera à le faire nous-mêmes tout seuls. Il y a d'autres choses sur lesquelles on aura... comment on fait pour réduire nos dépendances? Il faudra trouver des alliés. Et je pense que ce travail, il doit se faire au niveau européen. Et pas qu'au niveau... parce que justement, au niveau français, il faudra faire des choix sur qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir et choisir nos dépendances et avec qui. Merci.
Alors, on va peut-être commencer avec les questions, hein. Je suis sûre que vous avez plein de questions. Alors, il y a des gens qui nous ont écoutés en ligne, hein, donc merci de nous avoir écoutés. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions en ligne qui ont été posées ou si il n'y en a pas. Les gens qui nous écoutent en ligne peuvent poser des questions. C'est-à-dire si je veux trouver un algorithme, comme ça fait à peu près plus de 6 ans, 7 ans que c'est en place, tout le monde a déjà codé ces algorithmes, tout le monde a déjà, au niveau microprocesseur ou au niveau bloc IP dans les semi-conducteurs. Donc là, après, c'est juste une question de demande du marché. C'est le marché qui va amener tout ça, en fait. Les grandes plateformes, elles vont s'y mettre. Hein, tout à l'heure, je parlais des navigateurs. Je pense que les grands des GAFAM ne vont pas avoir envie d'exposer leurs utilisateurs ou entre guillemets leurs clients vis-à-vis de cette menace. Donc, pour eux, ça va aller très vite. Après, nous, comment on va s'y mettre? Voilà, le sujet du déploiement est toujours un sujet compliqué. Peut-être une question pour Frédéric Dauzet, oui. Oui, déjà très clairement, on a vu qu'on avait une véritable porosité entre les milieux criminels et les milieux étatiques dans la menace cyber. Donc on risque de rester, ce schéma qui risque de continuer, mais aussi l'émergence de cybercriminels qui sont là vraiment exclusivement à but lucratif ou de militants qui peuvent agir pour des raisons politiques. Et là, je dirais que la seule limite, c'est l'imagination des attaquants. Parce qu'on a une telle interdépendance entre les risques, et on l'a vu dans les événements que j'ai cités d'avril 2022, où finalement, pour arriver à produire un effet stratégique ou politique en mobilisant ces technologies, on peut soit attaquer directement des infrastructures, soit les attaquer par d'autres leviers qui vont être des attaques physiques sur des infrastructures électriques ou des infrastructures numériques. Donc il y a beaucoup en fait de manières de faire ça. Et puis par ailleurs, on voit très bien comment les outils numériques offensifs peuvent se retrouver dans la nature, peuvent être récupérés, peuvent être analysés, peuvent être retravaillés et réemployés par toute une série d'acteurs, qu'ils soient des militants, des terroristes ou des acteurs étatiques. Donc on a cette grande diversité et puis surtout on développe beaucoup d'applications numériques qui vont être détournées de leur usage pour arriver à produire un effet qui n'a pas été anticipé. Et ça, c'est vraiment la question d'arriver à se projeter et d'imaginer ce qui peut se passer, comment elles peuvent être utilisées pour arriver à produire cet effet. Donc on a un potentiel qui est absolument énorme de la manière dont les technologies vont pouvoir être détournées ou dont l'interaction entre les risques va pouvoir être mobilisée pour mener des actions qui vont être indirectes. Et on n'a pas ici parlé d'informationnel, mais on voit bien aussi comment toutes ces actions s'accompagnent de plus en plus en fait, d'opérations sur le plan informationnel, sachant qu'une attaque informationnelle, elle peut aussi susciter des mouvements de population ou attiser des conflits géopolitiques qui en retour vont avoir des effets sur les infrastructures. Ajouter un point en fait sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les capacités offensives. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ces outils d'IA et même des outils comme ChatGPT permettent en fait d'accéder de manière plus facile à un certain nombre d'acteurs à des bouts de code ou même des messages de phishing qui vont être beaucoup plus efficaces et à des acteurs en fait qui n'ont pas beaucoup de ressources économiques parce que c'est quand même là que le bas blesse en termes d'attaque cyber, mais en fait, ces outils d'IA peuvent permettre à des acteurs cybercriminels de différentes factures d'arriver à mettre en place des opérations, mais pas forcément des opérations très sophistiquées, mais qui peuvent contribuer en fait à saturer
les différents réseaux avec des attaques qui peuvent aussi être rendues automatisées. Donc en fait, la course en fait, au fait de patcher les réseaux va être encore plus complexe avec l'utilisation de ces outils qui vont permettre en fait d'accélérer encore plus un peu le try and error sur les différents systèmes et essayer de trouver des vulnérabilités. Donc en fait, ça va être peut-être encore plus compliqué pour les personnes qui sont en charge de la sécurité des réseaux d'assurer. Bon, après, il y aura peut-être des outils d'intelligence artificielle qui permettent aussi de... Mais en fait, c'est un peu une course. Et si je peux rebondir là-dessus, on voit à quel point dans le domaine informationnel, la modération par les plateformes, c'est compliqué, ça prend du temps et ça reste pas évident, alors que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on travaille dessus. Ce qui relève de la modération et tout le champ qu'on appelle Trust and Safety de ces outils d'intelligence artificielle, il reste à construire, il est complètement émergent. Donc comment on arrive à lutter contre les menaces dans ce domaine-là, pour l'instant, on n'y est pas. Le concept de maîtrise est un peu illusoire dans le cyberespace et j'ai tendance à favoriser une approche par la gestion des risques. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de risques, parce que c'est un milieu qui est extrêmement dynamique, qui évolue en permanence, qui subit des ruptures technologiques qui entraînent des ruptures stratégiques, et on le voit au cours de la dernière décennie où ça s'est vraiment matérialisé très concrètement. Donc, même si la démarche prospective aide à anticiper, on ne peut pas tout anticiper. Et par ailleurs, on a énormément d'acteurs qui font que la notion de maîtrise, elle est un petit peu compliquée à mettre en œuvre. Donc arriver à anticiper, à gérer, à contrer les risques, à limiter l'impact que la matérialisation d'un événement peut avoir sur la manière dont on fonctionne, sur la sécurité des données, sur leur disponibilité, sur leur intégrité, c'est vraiment ça leur confidentialité. Je pense que c'est ça l'approche à privilégier. Après, on peut chercher à maîtriser certains domaines pour arriver à être en capacité d'assurer la gestion de ces risques, semi-conducteurs ou d'autres. Alors pour ce que je parlais sur les terres rares, on ne va pas les inventer, hein, elles sont en Chine. Hein. Comment on peut faire autrement, quels sont les autres endroits où on peut avoir, on a des sujets, si on veut du cobalt, il y a le Congo, voilà, quels sont les partenariats qu'on veut créer avec d'autres nations, c'est que ce moyen de faire, est-ce qu'on va rouvrir des mines en France? J'en sais rien, on a des possibilités minières, mais est-ce qu'on voudra un jour le faire? Jusqu'où en fait on voudra aller. En ce qui concerne les semi-conducteurs, tout à l'heure, je disais qu'on a un énorme, très très bon tissu français vis-à-vis de ces sujets. On ne peut pas s'en sortir seul. En fait. On a les moyens, on a des moyens, on voit les problèmes. Tout à l'heure, je parlais des PEPR qui sont là pour financer énormément de la recherche, se préparer à l'ensemble de ces difficultés, justement pour pouvoir mieux s'en sortir. En ce qui concerne, tout à l'heure on parlait des logiciels, il n'y aura pas de système d'exploitation français, je ne pense pas. C'est quelque chose qu'on prend en maîtrise de risque, hein, en gestion du risque. Si je mets du Windows, du Linux ou un Apple sur mon système d'information, quel risque je prends, comment je vais m'assurer de l'isoler, le segmenter, comment je vais le prendre en compte, qu'est-ce que je vais rajouter comme logiciel, quel équipement réseau je vais rajouter pour justement me prévenir qu'est-ce que je vais faire en plus pour pouvoir, au moins détecter ce qui se passe pour pouvoir y répondre. En fait, pour moi, c'est vraiment une architecture globale qu'on doit construire pour pouvoir s'y prémunir. Je crois qu'on peut ajouter sur l'enjeu de l'électricité aussi, qu'on a quand même un savoir-faire dans le domaine nucléaire qui peut aider. Mais je crois que d'une part, on a
des capacités institutionnelles. On est quand même un État assez centralisé, qui facilite finalement la coordination entre les différents acteurs. On a aussi mis en place des institutions, le commandement de la cyberdéfense, Viginum, l'ANSSI. Donc la France en fait a quand même pris conscience des risques et mis en œuvre des moyens qui sont conséquents pour assurer ces risques et donc fait partie un peu des leaders mondiaux dans ce domaine-là. Et puis on a quand même eu un test grandeur nature avec les JO où on s'est rendu compte qu'en matière de gestion des risques, on avait quand même un certain savoir-faire. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais je pense que ça a été un moment aussi de prise de conscience de cette interaction entre les risques, de la nécessité de les penser ensemble. Donc il y a ce savoir-faire existant sur lequel il faut arriver à capitaliser pour anticiper la suite. Alors, moi, si je peux juste me permettre aussi pour rebondir, je ne suis pas partie de la table ronde, mais quand même, de rebondir sur ce que disait Frédéric Douzet par rapport à l'IA et Trust and Safety. Là aussi, il y a pas mal d'actions. Donc, il y a des instituts autour de toutes ces choses-là. Le premier, c'était en Grande-Bretagne. Et là, on est en train, INRIA est en train de travailler avec le LNE et d'autres. Donc, il y a Viginum, il y a d'autres gens qui sont dans le décor, justement, sur toutes ces problématiques de safety de l'IA, d'évaluation, de choses comme ça, quoi. Et pour finir aussi, on a aussi la chance d'avoir l'Union européenne, parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on n'y arrivera pas seul. Donc on parlait de Trust and Safety et d'autres sur ces éléments-là, qu'il s'agisse de la puissance de calcul, qu'il s'agisse de la relation aux plateformes. On se rend compte que c'est vraiment l'Union européenne qui est la bonne échelle en fait, pour avoir d'une part les ressources nécessaires pour assurer notre autonomie stratégique, mais aussi pour avoir le levier politique et juridique suffisant dans un rapport de force face à des acteurs qui sont gigantesques. Et on se rend compte finalement que le règlement général pour la protection des données a eu un effet assez intéressant qui a conduit finalement à ce que ce soit le nouveau standard auprès de beaucoup d'acteurs, puisque finalement c'était plus simple de tout mettre à ce niveau-là et à ce standard. Donc on peut espérer que via l'Union européenne, on arrive à obtenir suffisamment de ressources et à mettre en place des réglementations qui puissent nous protéger. Excusez-moi, je crois qu'il y a une question en ligne, après je prendrai votre question. Comment l'élargissement des BRICS pourrait-il influencer les dynamiques de cybersécurité et quelle est notre stratégie par rapport à cela? Alors, comment l'élargissement des BRICS pourrait influencer notre dynamique de cybersécurité? Merci. Et donc, quelle est notre stratégie par rapport à cela? Je ne sais pas si... Je n'ai pas de connaissance d'un dialogue cyber au sein des BRICS. Donc, en plus, vous avez quand même l'Inde et la Chine qui sont au sein des BRICS. Et on va dire que les relations en termes de cybersécurité entre les deux pays ne sont pas au beau fixe. Donc, voilà, je ne pense pas que ce soit forcément le forum où il va avoir des coopérations cyber. Pas dans ce forum-là, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la Chine se positionne très volontiers comme le leader de ce qu'on appelle le Global South, du Sud global, avec un discours auprès donc, des pays du Sud global, pointant la responsabilité des États-Unis dans le découplage technologique, en mettant en avant les sanctions qui peuvent être un peu contre-productives, comme l'expliquait Nomai tout à l'heure, en poussant finalement la Chine à développer une pleine autonomie stratégique vis-à-vis des semi-conducteurs. Mais donc en pointant cette politique menée par les États-Unis, en accusant les États-Unis de promouvoir un découplage technologique et expliquant que ce découplage technologique va priver les pays du Sud global de solutions qui peuvent être moins chères proposées par la Chine et qui permettent en fait l'émergence des pays du Sud global. Et donc en se positionnant en défenseur finalement des pays du Sud global qui ont besoin de faire leur transition numérique pour réussir leur transition économique et avec une sorte de mirage de l'effet de rattrapage en fait, le leapfrog effect. Et ça, c'est un levier sous fond de
de critique du colonialisme qui politiquement peut être assez puissant pour promouvoir les routes de la soie numérique, des solutions qui viennent de Chine pour aider à se positionner en aidant les pays du Sud global à se développer. Et ça, c'est un discours qu'on observe énormément, qu'on entend beaucoup et qui, à terme, peut avoir des conséquences en matière de cybersécurité si effectivement on a un certain nombre de pays qui se rallient à la Chine pour développer leur système numérique. Oui, et en plus, pour compléter, il y a un vrai discours en Chine de promouvoir un autre modèle d'Internet organisé autour de la souveraineté des États au sein d'Internet. Et donc, pour garantir la souveraineté des États, il faut que les données, selon le mode opératoire chinois, soient hébergées sur le sol national. Et donc, par la vente d'infrastructures dans ces pays, en fait, on vend à ces gouvernements le fait d'avoir un contrôle sur leurs données. Et ce qui se passe, c'est que ensuite, les infrastructures sont sécurisées par des services de cybersécurité fournis par des entreprises chinoises, parce qu'en fait, les pays en question n'ont pas les moyens ou les bonnes technologies pour sécuriser les infrastructures. Et donc là se pose toute une problématique. Et en fait, ça, c'est très présent. Et la bascule, en fait, est assez récente. Mais là, en fait, on est en train d'observer dans différents pays vraiment une tendance à un nouveau discours sur la souveraineté numérique dans des pays où on n'en parlait pas encore et qui s'appuie sur ces infrastructures-là. Donc voilà, ça pose un certain nombre de problématiques. Merci, je trouve qu'il y avait une autre question. Bonjour, Timothée Collin de l'ANSSI. En lien avec la question précédente sur l'Union européenne et votre commentaire, je serais intéressé par vos perspectives sur justement l'impact de la réglementation européenne sur ces sujets, avec deux points en tête. Le premier, c'est le cas Pavel Durov et le mini-séisme provoqué, qui montre qu'en fait il y a des it has teeth, comme on dit en anglais. Et le deuxième sur des commentaires qu'on commence à entendre de la part d'acteurs privés américains notamment, sur le déploiement de solutions IA, enfin sur le non-déploiement de solutions IA en Europe, du fait de l'IA Act notamment. Donc le double tranchant peut-être de la réglementation européenne sur les sujets. Merci. Le premier point, c'est donc on a en fait attendez, le premier point c'était quoi déjà? Durov, oui. De manière générale, l'impact de la réglementation. Oui. Alors ça a été très intéressant sur l'affaire Pavel Durov parce que moi j'ai beaucoup été sollicitée par les collègues américains qui cherchaient à comprendre et qui positionnaient ça comme une question de liberté d'expression. Alors qu'on se rend compte en fait qu'il y a des vrais enjeux de modération, de coopération avec les gouvernements. Et finalement, une fois qu'on fait la pédagogie, ils ont trouvé ça relativement intéressant de voir qu'on avait quand même des lois nationales qui faisaient qu'on pouvait obliger à la coopération de certains acteurs. C'est quelque chose donc les États-Unis vont eux-mêmes faire vis-à-vis d'autres acteurs et ce qui a donné lieu au Cloud Act d'ailleurs, puisqu'ils cherchent à récupérer des données ou à obtenir un certain nombre de choses et qu'ils peuvent. Mais la réglementation, en tout cas au niveau américain, à l'égard des plateformes, elle est quasiment impossible. Donc ce que fait l'Union européenne est beaucoup regardé depuis les États-Unis parce que ça finit par mettre une contrainte sur les plateformes que eux-mêmes, pour beaucoup de raisons qui sont internes aux États-Unis, n'arrivent pas à mettre. Et en l'occurrence, on a vu la position de Telegram évoluer par rapport à la modération depuis cet incident. Donc je pense que tout le monde regarde et commence à se poser la question de ce qui peut se passer derrière. Et c'est là qu'on voit que même si l'arrestation de Pavel Durov, elle s'appuyait d'abord sur le droit national et sur une coopération avec la France, elle l'a poussé à la réflexion sur aussi, finalement, on a fait la réglementation sur la loi sur les services numériques, le DSA, comment on va le mettre en œuvre et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et comment on établit un rapport de force. Et là, moi, j'attends qu'on puisse passer à l'action en tant que chercheur pour établir un rapport de force, pour utiliser ce DSA, pour récupérer des données qui sont intéressantes pour nous et qui nous permettront de documenter des études de cas
notamment pour ce qui relève des ingérences étrangères ou des modes d'action. Et on va pouvoir voir l'efficacité du système en fonction de ce qu'on réussit à récupérer comme données sur certains sujets. Et sur l'AI Act, donc on a eu évidemment énormément de discussions autour de ça. Il est possible que... Alors, je n'ai pas d'informations particulières sur des modèles qui seraient déployés ou non, mais à un moment donné, c'est quand même un marché qui est extrêmement attractif, le marché européen, pour ceux qui développent des modèles. Et on a vu que là, le projet de loi en Californie avait finalement a été abandonné. Et certains acteurs qui connaissent bien le sujet ont commencé à dire en fait, le bon modèle, c'est le modèle européen. On ne peut pas faire quelque chose à l'échelle d'un État des États-Unis pour qu'on puisse fonctionner. Il faut qu'on ait au moins à l'échelle des États-Unis, ce qui va être extrêmement difficile. Et donc finalement, c'est peut-être l'Union européenne qui peut devenir le nouveau standard sur lequel tout le monde s'aligne, parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir une diversité de standards sur les technologies, sur la modération, etc. Donc ça peut avoir un effet intéressant. Et on voit sur la RGPD qu'on a un certain nombre d'autres pays qui finalement se sont alignés sur ce modèle, y compris pour leur propre réglementation. Donc ça peut avoir un effet d'entraînement qui peut être intéressant. Bonjour Guillaume, vous aviez une question? Bonjour, je m'appelle Cyber. Sur le point précédent et le développement d'un écosystème chinois, et ce qu'on a dit aussi sur la table ronde, de la compatibilité en fait grandissante entre des équipementiers, notamment Cisco et Huawei. Est-ce que ça veut dire que d'ici 15-20 ans, on va vers un cyberespace coupé en deux, entre d'un côté un écosystème chinois et de l'autre côté un écosystème occidental, principalement américain, qui ne se parlent pas, qui en fait on n'aura pas les mêmes plateformes, on n'aura pas les mêmes puces, et donc on aura finalement un Internet tel qu'il existe aujourd'hui, la vision d'un Internet mondial, qui aura finalement cessé d'exister. C'est un peu difficile à dire. Bon, ça dépend aussi toujours des différentes technologies, mais ce qui est assez frappant du côté chinois, c'est que, comme on l'a dit, ils dénoncent le découplage technologique global. Donc en fait, ils disent que voilà, ça va créer un certain nombre de problèmes dans beaucoup de pays. Mais en fait, les Chinois ont conscience que si en fait, ils ne conservent pas leurs appuis dans un certain nombre de régions, ils pourraient être boutés hors de ces territoires à un moment donné du fait de ces différentes sanctions. Donc en fait là, on arrive vraiment dans un moment aussi où du côté des acteurs chinois, où on n'a plus accès à un certain nombre de marchés, notamment du côté des équipementiers, où par exemple Huawei ne peut plus vendre un certain nombre d'équipements aux États-Unis, en Europe. C'était quand même les endroits à partir desquels les entreprises chinoises faisaient le plus d'argent. Et donc maintenant, en fait, il y a un repli sur les pays émergents, et où là, par contre, on a une stratégie qui est quand même extrêmement agressive, qui vise en fait à vraiment conserver ses appuis par rapport à ce qui va venir ensuite. C'est assez difficile de dire si voilà, on va arriver sur un Internet complètement fragmenté, mais enfin, avant d'aller sur mon terrain au Pakistan, moi j'étais assez dubitatif. En fait, je me disais non, mais la fragmentation, c'est un discours politique. Mais c'est vrai qu'en arrivant sur place et en parlant avec les personnes, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même une tendance de fond qui commence à émerger et des vrais problèmes d'interopérabilité qui commencent à arriver. Donc, c'est possible que en tout cas sur les équipements de télécommunication, il y ait de plus en plus voilà, des problèmes à avoir certains types de technologies qui fonctionnent ensemble. Après, le problème aussi pour les acteurs chinois, c'est qu'il y a très peu de pays où ils ont quand même leur technologie dans tous les pans du réseau. Parce que vous allez avoir des technologies d'accès, notamment sur tout ce qui est réseau mobile, où là, voilà, les technologies chinoises sont extrêmement performantes. Mais par contre, sur les cœurs de réseau, tout ce qui va relever de Cisco, Juniper, etc. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc on peut pas, enfin, on n'est pas encore dans ce cas de figure. Mais je pense qu'ils sont en train de développer des capacités. Donc voilà, il faut garder ça un peu.
Oui, puis je distinguerais la question de la fragmentation de finalement la question de l'interopérabilité, parce qu'il n'y a quasiment aucun doute qu'on va avoir des replis avec une volonté de formes de fragmentation qui permettent de mieux contrôler les réseaux au niveau national. Mais on est quand même s'il y a un découplage technologique, on garde une interdépendance très forte des économies. Et où finalement chacun des camps a besoin d'interagir avec l'autre, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Donc arriver à finalement l'incapacité de se connecter et d'interagir, ça me semble assez peu probable. Parce qu'il faudra quand même qu'il puisse y avoir des échanges de données et de communication entre les différents réseaux. Après, ça risque de poser effectivement des soucis où, sur certaines technologies, on va avoir incompatibilité entre des composants qui vont faire qu'il faudra prendre toute une solution ou l'autre. Et puis après, ce qu'on voit aussi dans la volonté de la Russie de contrôler son cyberespace, où là, c'est Marie-Gabrielle qui pourra en parler mieux, mais on a aussi la recherche de solutions pour gérer l'adressage des noms de domaine, etc., en interne, qui pourrait à terme rendre extrêmement difficile d'aller, si on n'a pas l'adresse exacte, trouver des sites Internet en Russie, parce qu'ils seront pas référencés de la même manière. Donc on peut avoir des formes de fragmentation de ce type-là. Après, je pense qu'il y aura de toute façon une interconnexion au moins minimale du fait de l'interdépendance des économies. Oui, en fait, toute l'idée, c'est d'arriver à s'interconnecter, mais à ses propres conditions. Enfin, c'est un peu ça la vision chinoise. Donc, on utilise l'interconnexion pour ce qu'elle nous apporte, mais par contre, on empêche certains types de connexions et on rend opaque de plus en plus son réseau. Donc ça, par contre, ça risque d'émerger de plus en plus. Ouais. Il y a d'autres questions ? En ligne non plus ? Bon, il nous reste qu'à remercier nos intervenants. Et puis merci aux personnes en ligne qui nous ont suivis. Et puis merci à vous tous. Et puis alors, je ne sais pas, Général, si ça a répondu à votre question. Mais en tout cas, on a bien identifié les risques. Et déjà, identifier les risques, c'est trouver un peu des solutions et savoir où on est fort. Et je vous laisse conclure. On s'y attendait, ça permet d'éviter les angles morts dans nos réflexions, ça c'est important. En prenant toute la chaîne de valeur, c'est extrêmement instructif. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été balayées et qui sont éclairantes pour la suite. On n'a effectivement pas trop connecté au volet informationnel. Vous savez que chez nous, on le couvre aussi dans sa tranche du cyberespace. Et il va être assez structurant aussi en termes d'acceptation. On l'a dit, la question qui est sur les BRICS et autres est aussi un acteur. Donc ce côté rejet ou pas de la technologie ou des influences, des rivalités dans les idéologies ou dans plein d'accès, ça va être aussi très 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 important dans tout ça. Mais on a bien tracé, je trouve, l'environnement général en repartant très loin, en partant des terres rares déjà, qui est un facteur clé et on voit bien que c'est éminemment géopolitique. Merci à tous. Merci.